Certains voient l'activité physique comme un investissement pour leur santé et leur bien-être. Vous voulez en faire partie ? Bienvenue chez Movemental. Je m'appelle Magali Dubois et je m'adresse particulièrement aux non-sportifs et à tous ceux qui aimeraient enfin réussir à adopter un mode de vie actif dans la durée. C'est en vous partageant des connaissances, des expériences et des points de vue différents que j'ai l'intention de vous aider à bâtir l'état d'esprit et la motivation nécessaires pour le faire. Alors j'espère que ça vous aidera et que vous aurez envie d'en parler autour de vous. Je sais que pour certaines personnes, c'est pas toujours simple de trouver, on va dire, un lieu de pratique qui soit adapté. Alors ça peut être par rapport à la condition physique, ça peut être par rapport à leur état de santé, mais aussi par rapport au fait de pas toujours savoir quoi faire, comment le faire, quelle activité pratiquer, etc. Enfin, il y a une multitude de facteurs qui peuvent rendre finalement la pratique de l'activité physique compliquée. Mais effectivement, l'état de santé peut, on va dire, rajouter une difficulté supplémentaire. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie qu'on aille aborder ces lieux de pratique qui sont des lieux où les personnes peuvent se sentir vraiment plus en sécurité, ou peuvent avoir la sensation d'être accompagnées de manière bien adaptée. Donc on va parler d'activité physique adaptée. Et j'ai l'honneur d'avoir avec moi Noé Béranger, qui est enseignant en activité physique adaptée, qui nous vient tout droit du Sud, et qui, à ses heures perdues, est plutôt un randonneur noctambule, et aussi s'investit énormément dans plein de projets. Et c'est pour ça que je suis très contente de t'avoir avec moi aujourd'hui, qu'on puisse aborder tout ça ensemble. Merci à toi d'être là. Merci, c'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir d'être avec toi. Et tu vois, j'aime bien en général quand je commence les épisodes raconter une petite anecdote de comment est-ce que j'ai rencontré la personne. Alors je me rappelle pas de tous les détails, mais je me souviens d'un de nos premiers échanges où tu étais un peu intriguée par rapport à peut-être la manière dont je voyais l'appât. Et je me rappelle que tu m'avais contacté, on avait eu ce premier appel ensemble. Tu te souviens de ça ? Ouais, je m'en souviens très bien. J'avais été interpellé par Movemental, où j'avais trouvé vachement intéressant le concept d'associer évidemment au mouvement la préparation mentale et le mouvement adapté, donc l'activité physique adaptée à la préparation mentale. Et donc j'étais venu te questionner un petit peu là-dessus et sur ta vision de l'appât en général aussi. Ouais, c'est ça. Puis on avait pas mal matché parce que moi, je me rappelle que je t'avais trouvé hyper dynamique et juste l'approche de venir me contacter pour en savoir plus, je trouvais ça génial parce qu'on fait pas assez ça en fait. Ouais. Et ça permet vraiment de croiser un peu les expériences, les compétences, les points de vue aussi. Et j'avais vraiment aimé justement ta manière de concevoir l'activité physique adaptée. Et tu vois, avant qu'on entre plus dans tous les détails, je pense que ça peut être bien qu'on exprime un peu chacun notre point de vue de qu'est-ce que c'est que l'activité physique adaptée, à qui c'est destiné, et pourquoi en fait aujourd'hui on parle de ça plus précisément, au-delà du fait, comme je l'ai dit dans l'intro, que parfois on ne sait pas trop où pratiquer et on a parfois la sensation de ne pas être à l'aise dans un environnement plus classique, dans une salle de sport, dans un club sportif, parce que on a différents types de besoins ou de difficultés. Ouais, on peut faire ça. Tu veux que je commence ? Ouais, vas-y, carrément. L'activité physique adaptée, elle est quand même définie dans des textes, donc il y a quand même un socle légal qui donne quand même une première direction. Après, je pense qu'on a tous un petit peu nos conceptions personnelles de ça, parce que finalement c'est quand même de l'humain et du coup il y a de l'incertitude et des particularités à chaque mise en place de l'activité physique. Donc pour moi, l'activité physique adaptée, c'est un outil, c'est un moyen de remettre en action des personnes et en mouvement des personnes qui ont des problématiques et des besoins, en tout cas spécifiques, sur ce sujet. Donc ils vont avoir une situation de handicap, ils vont avoir des problématiques de santé quelconques, qui vont avoir peut-être des contraintes aussi organisationnelles, simplement, sans forcément avoir de problèmes de santé déclarés. Et donc c'est comment utiliser cet outil de l'activité qui est l'activité physique de manière adaptée pour ces profils-là, pour aider ces gens à se remettre en mouvement, là où en fait s'ajoute aux freins auxquels tout le monde fait face
d'organisation, de temps, etc., de motivation, de flemme, des soucis de santé, des douleurs, de la fatigue, des troubles musculo-squelettiques, plein de choses. Et donc voilà, pour moi l'APA c'est vraiment l'utilisation de l'activité physique de manière adaptée pour promouvoir ce premier pas vers le mouvement et qui est souvent en fait un premier pas de retour vers la vie dans certains cas, retour ou départ vers la vie active, pas uniquement au niveau de l'activité physique, mais aussi en général. Oui, ça va généralement bien au-delà de l'activité physique. Mais moi, je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est vraiment pour moi l'APA, donc c'est l'acronyme, là, le diminutif de l'activité physique adaptée. C'est vraiment... parce que souvent, en fait, j'ai en tête des personnes qui me disaient « Mais moi, j'ai pas besoin de quelque chose d'adapté. » Ça peut vraiment avoir cette connotation de je suis pas normale, donc j'ai besoin d'un truc particulier. Or, en fait, je pense qu'il faut le voir comme quelque chose de plus positif, qui est que on a tous effectivement notre vie avec notre propre soucis ou non de santé, mais en tout cas on a tous besoin d'adapter d'une certaine manière l'activité physique pour qu'elle colle ne serait-ce qu'à notre vie quotidienne. Et à partir de là, si on réfléchit de cette manière-là, c'est beaucoup plus agréable. Bien sûr, il y en a qui ont besoin d'adaptations spécifiques dans la pratique. Je ne sais pas si on parle pour donner un petit peu plus de clarté sur le truc, ça peut être... vous êtes en séance, vous faites des postures de yoga, vous êtes en surpoids ou en situation d'obésité, donc inconfortable peut-être au niveau du ventre. Donc là, on va être obligé d'adapter plus spécifiquement certaines postures pour que ça soit faisable, en fait, tout simplement. Mais c'est pas toujours que ça, en fait. Ouais, je pense qu'il y a ces deux aspects-là. Cet aspect-là qui est vraiment une adaptation qui permet l'accès, en fait, à la pratique, à tous. Et après, il y a ce que tu évoques juste avant, c'est en fait les leviers et les freins. C'est qu'est-ce qu'on prend en compte dans la vie de la personne de manière générale. Mais en fait, ça marche pour tout le monde. Je sais pas, même un sportif de haut niveau, finalement, pour optimiser son entraînement ou pour optimiser sa pratique sportive, il va s'appuyer sur des leviers. Donc, je sais pas, si c'est un sport d'équipe, par exemple, ça peut être tu pourras parler mieux que moi, de leviers motivationnels, d'aller s'entraîner avec des entraînements en plus avec d'autres membres de son équipe. Ou alors faire face aux freins, comment il va gérer les moments les phases où il a moins de motivation. Mais en fait, ça, finalement, c'est la même chose. C'est la même chose pour tout le monde. Ouais, exactement. Et ce qui est quand même intéressant, c'est que l'APA, en fait, c'est quand même peu connu par rapport au fait que ça existe depuis longtemps. Ça existe depuis plus de 30 ans, j'ai même plus la date exacte, peut-être tu sais toi, mais ça existe depuis un certain temps et c'est relativement peu connu. Ouais. Et là où c'est d'autant plus, on va dire, intéressant, c'est bien sûr chez des personnes qui ont vraiment des grosses difficultés à pratiquer dans un cadre classique. Je pense notamment à des personnes qui ont des maladies chroniques ou des personnes qui ont des handicaps physiques et pour lesquels c'est tout simplement pas forcément concevable d'aller se mêler avec un groupe de personnes qui n'a pas ces mêmes problématiques-là. Et l'APA, en fait, c'est là où ça rentre en jeu aussi pleinement et où c'est important d'en parler pour que toutes ces personnes-là qui peuvent se sentir concernées ou qui ont des gros besoins puissent savoir que c'est possible de pratiquer dans un lieu spécifique avec des personnes formées ou en tout cas qui sauront comment adapter la pratique. Et je pense qu'on peut parler là de l'enseignant en activité physique adaptée, qui est le métier qui s'y rattache, quoi. Puisque toi, tu es enseignant en APA, ouais. Moi aussi. On n'a pas fait nos études au même endroit, mais je veux bien que tu expliques un petit peu juste la partie études. Enfin, déjà, en quoi ça consiste ou qu'est-ce qu'on a fait comme parcours. Et puis ensuite, on ira parler un peu plus du rôle. Si je peux juste revenir sur la partie du fait que c'est pas connu, je pense qu'il y a pas mal d'enjeux de communication. Et justement, ce que tu disais avant au niveau du terme adapté, où en fait on a deux cas de figure souvent, où c'est soit les personnes, comme tu disais, elles vont avoir peur de ce terme et elles vont se dire mais non, mais moi j'ai pas de problème, j'ai pas besoin d'une activité physique adaptée. Et à côté de ça, il y a des personnes qui, elles, ont besoin d'avoir ce terme pour se sentir en sécurité. Oui. Donc c'est là où en fait on se rend compte que, je pense que ça peut être une des raisons qui fait que c'est pas forcément connu, parce que le terme finalement peut être pris de manière différente, peut être des fois difficilement compris. Et donc ça permet aussi d'ailleurs de faire la liaison avec
le métier et le fait que le métier d'enseignant en activité physique adaptée soit un peu moins connu aussi. Simplement la terminologie constitue déjà un petit peu un frein au déploiement parce que finalement tout le monde va se l'approprier de manière différente et d'autant plus qu'il y a d'autres termes qui viennent avec le sport santé, avec plein d'autres termes. L'enseignant en activité physique adaptée, c'est une formation STAPS, c'est une formation universitaire. Donc on a fait un cursus tous les deux de licence, c'est un cursus qui se passe en licence, master, doctorat. Après, chacun s'arrête où il veut puisque la licence est professionnalisante. Donc à partir du niveau de Bac plus 3, donc après 3 ans de licence, on peut être enseignant en activité physique adaptée et proposer des accompagnements, des projets d'accompagnement à destination de personnes à besoins spécifiques en activité physique adaptée, dans le contexte de la rééducation, de la réadaptation, dans le contexte de l'inclusion sportive pour le handicap notamment, dans le domaine social, insertion sociale, ouais. Finalement dans tous les domaines. C'est très vaste. Voilà. C'est ça aussi, je pense, qui perd un peu, c'est qu'on peut tellement intervenir dans des domaines et des champs très différents que même le métier en est différent. C'est-à-dire si on bosse, moi j'ai bossé en cancéro, c'est complètement différent de si j'avais bossé avec des personnes traumatisées de la route et ça ressemble presque plus parfois au même métier, quoi. Ouais, c'est des métiers hyper différents parce que il y a quand même le socle avec la prise en compte des besoins psychologiques, des besoins physiques et des besoins sociaux dans la manière dont on va accompagner, qui va constituer finalement vraiment le socle commun à toute la démarche qu'on va avoir. Mais en même temps, c'est des métiers hyper différents parce que les personnes ont toutes des vécus différents. Elles ont, en fonction des problématiques de santé, mais des fois même, chaque personne avec une même problématique de santé vont aussi avoir des contextes personnels qui vont faire que même là, on pourrait avoir 2 métiers différents, avec une personne qui va avoir besoin de beaucoup d'écoute et beaucoup de temps, et une personne qui aura besoin de moins de ça, par exemple. Donc finalement, c'est un métier où on a besoin de s'adapter, finalement, de toujours se réinventer, toujours réfléchir et toujours analyser en fait ce qu'on fait et ce qu'on a en face de nous pour bien accompagner et bien faire ce métier qui est très vaste et pluridisciplinaire. C'est ça. Et puis moi je pense qu'après au niveau plus du rôle, pour faire comprendre ce qu'on fait en fait en tant qu'enseignant NAPA et pour faire comprendre aux personnes qui se dirigeraient vers ce type de professionnel, parce que généralement quand on se remet au sport ou quand on a envie d'en faire, on va chercher, coach sportif, on va chercher la salle de sport du coin, ce genre de choses. Et on va pas forcément chercher tout de suite un enseignant en activité physique adaptée. Mais pour bien illustrer le rôle de l'enseignant NAPA, c'est justement de faciliter l'accès à la pratique de manière sécurisée, de manière adaptée aux besoins, aux envies, aux capacités des participants. Et ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, dans ce type de cours, alors ça peut être des cours bien sûr individuels, en particulier on va dire, mais ça peut être aussi des cours collectifs dans lesquels souvent on est limité à 8, 10 max participants, parce que derrière, au bout d'un moment, on ne peut plus adapter pour chacun, parce que faut vraiment se dire que dans ce genre d'accompagnement, c'est le professionnel qui s'adapte à vous et non l'inverse. Quand on va en salle de sport, souvent, il y a tellement de monde dans les salles de sport, ça ne veut pas dire que c'est négatif, mais il y a tellement de monde que le prof ne peut pas proposer des adaptations individuelles à chaque personne. Donc, c'est un peu l'élève qui s'adapte au maître. Ouais. Et là, c'est l'inverse. Et c'est en ça que c'est intéressant et que ça redonne confiance aussi, parce qu'on sait que on est observé et qu'on va nous corriger, nous proposer des solutions qui sont vraiment adaptées à nous, quoi. Oui, puis au-delà du... Enfin, c'est clairement ça. Puis au-delà du groupe et des conditions dans lesquelles c'est réalisé, au-delà de ça, avec la formation, on apprend à justement aller chercher les différents éléments à prendre en compte, qu'ils soient justement, je disais, psychologiques, physiques, et donc de réfléchir en fait avec autant des références scientifiques, donc sur... toi qui travailles dans le cancer, avec des recommandations de pratique pour tel ou tel cancer, on parlait avec tel ou tel traitement, enfin des précisions sur ces aspects-là. Et donc ça peut être une première condition. Et après, oui, sur les aspects, les autres aspects psychologiques. Donc voilà, c'est aussi, en plus du contexte dans lequel c'est réalisé, je trouve que c'est aussi par rapport à la formation où on a vraiment toutes ces clés
qu'on va prendre en compte et qu'on va réajuster à chaque personne. Et après, alors là, j'ai quand même envie d'ouvrir quelque chose qui plaira peut-être pas à tout le monde, mais c'est pas parce que vous dirigez pas vers un enseignant en APA que vous aurez de la moins bonne qualité. Il peut y avoir d'autres professionnels qui sont sensibles à ça et qui ont l'habitude d'accompagner ou qui ont eu l'habitude ou des opportunités d'accompagner différents types de profils de gens et qui sauront adapter. C'est simplement que si vous dirigez vers des enseignants en APA, vous aurez, on va dire, en principe, l'assurance que la personne a appris des choses au sujet de votre pathologie ou autre. Après, ça ne veut pas toujours dire que tous les enseignants en APA sont bons, enfin, c'est comme dans tout, j'ai envie de dire. Ouais. Et une autre petite précision qui m'est venue en tête en même temps là, qu'on discute, c'est que c'est pas non plus parce que vous avez un problème de santé que vous avez automatiquement besoin d'APA. Parce que, imaginons que vous avez ce problème de santé depuis longtemps, que vous pratiquez depuis toujours et que vous connaissez super bien votre corps, etc., vous serez par vous-même adapté et vous pourrez vous adapter vous-même dans différents types d'environnements, que ce soit salle de sport ou autre. Donc c'est pas que parce que, je sais pas moi, on a un tel handicap physique qu'on a absolument besoin d'aller en APA. Ouais, c'est clair. Le tout, c'est trouver, finalement, c'est d'aller chercher sa solution. Après, c'est vrai que l'avantage de l'APA, c'est qu'il y a ce socle qui fait que, généralement, on sait qu'avec ce diplôme, par une personne qui a ce diplôme, a priori, elle a les connaissances qu'il faut pour au moins nous guider dans le bon sens. Après, en effet, il y a la formation, il y a l'expérience aussi, des personnes qui ont d'autres diplômes et qui sont formés par ces diplômes sur l'encadrement et qui, derrière, par l'expérience, sont au contact des publics, des fois, finalement, beaucoup plus longtemps que des enseignants en activité physique adaptée, et vont avoir aussi clairement une expertise. Donc après, l'important, c'est de trouver sa solution et de trouver l'endroit où on se sent bien, en sécurité. Et des fois, ça passe aussi juste par de la confiance. Ça peut arriver que, simplement par la relation, on soit mieux dans un endroit qu'un autre. Donc, oui. Et je trouve que tu vois, c'est important de le préciser ça parce que y a des endroits où il n'y a pas forcément d'APA. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas d'APA que du coup on va pas pratiquer et qu'il faut se dire non mais il n'y a rien pour moi, il n'y a rien d'adapté donc je n'y vais pas. Je trouve que c'est vraiment important tu vois, de souligner ce truc. En fait, ce qu'il y a quand il y a des conditions particulières, ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'essayer. C'est facile à dire parce qu'il y a forcément plein de peurs soit quand on connaît pas forcément, on n'a jamais vraiment été sportif, ou qu'on l'a été, mais après une condition particulière de santé, on a peur de s'y remettre. C'est normal d'avoir peur. Après, en fait, il faut essayer de poser des questions et justement, dans les endroits où on sera bien accompagné, forcément, on se sentira plus en confiance. Voilà. Et après, il y a des questions de diplôme, il y a des questions hyper personnelles, relationnelles, il y a plein de facteurs qui entrent en jeu. Mais faut pas... encore une fois, c'est facile à dire, mais il ne faut pas avoir peur d'aller vers ces lieux-là qui proposent des accompagnements adaptés. Et c'est quoi du coup ces lieux ? Il y en a plein. Il y en a plein. Où est-ce qu'on trouve ce genre de pratique ? Parce que c'est... Ouais, il y en a partout, il y a plein de ressources. Alors, on peut peut-être commencer par la partie vraiment santé, finalement, où des enseignants APA ou même encore une fois d'autres éducateurs sportifs vont être dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans un contexte la plupart du temps de réadaptation, mais pas que, des fois de préhabilitation aussi. Et donc ça, c'est le premier contexte où on peut être en lien avec ça et où on peut commencer à renouer une connexion avec l'activité physique, avec son corps et aller vers le mouvement dans ce contexte-là. Après, il y a le moment où on sort de ces endroits où finalement on est accompagné par des professionnels. Aujourd'hui, c'est là où c'est un petit peu délicat parce qu'il y a énormément de possibilités. Et donc, c'est un peu la problématique aujourd'hui, c'est comment on trouve clairement ce qu'il y a. Donc il y a plein de choses. Il y a des salles avec des professionnels et des offres qui sont proposées de manière adaptée. Donc là, plus des entreprises, par exemple, qui ont service. Il y a beaucoup, je vois beaucoup en ce moment, j'ai vu plusieurs salles d'activité physique adaptée qui s'ouvrent. Donc finalement, c'est une salle de sport, mais où, comme tu disais, des séances avec des plus petits groupes, avec des professionnels formés à l'APA. Voilà, donc il y a les salles. Après, il y a évidemment les maisons sport santé qui sont
qui existe maintenant depuis 2019, avec la stratégie nationale sport santé bien-être, où là, ces lieux se veulent justement le point de reprise en fait, et qui va emmener ensuite vers la continuité d'une activité physique par un accompagnement, par de l'information, par de l'orientation, donc par plein de propositions. Donc finalement aujourd'hui à la sortie d'un établissement, c'est plutôt ces lieux-là à privilégier parce que c'est un peu l'entre-deux. Enfin, Ouais. c'est des lieux où finalement il y a toujours un suivi pluridisciplinaire aussi. Tout à fait. Oui, tout à fait. Bah, y a, dans le cahier des charges des maisons sport santé, donc, les maisons sport santé, c'est une habilitation qui est donnée par le ministère du Sport et les ministères de la Santé. Donc, c'est en tout cas, quand ça a été lancé, c'était entre les deux ministères. L'idée, c'est que c'est les ARS et les DRAGES, donc ARS, Agence régionale de santé, et les directions régionales de jeunesse et sport qui contrôlent en fait ces structures-là et qui vont les accompagner à se développer. Donc en fait, on a un cahier des charges précis avec des différentes missions. Et dans ces missions, il y a notamment le fait d'avoir cette prise en charge pluridisciplinaire, en tout cas la capacité à réorienter vers des professionnels ressources de santé ou autres. Donc voilà, donc les maisons sport santé, ça constitue vraiment le premier pas et la passerelle vers cette reprise régulière d'activité physique, puisqu'il y a des ressources internes la plupart du temps qui permettent d'accompagner, de recevoir et de sensibiliser, d'informer et d'aider, de donner des premières réponses et ensuite de pouvoir orienter vers les bonnes solutions. Donc, par exemple, vers ensuite d'autres salles de sport APA, vers je sais pas, des associations, même des clubs sportifs qui se mettent à avoir aussi des offres. Je sais pas, un club de basket par exemple qui va avoir une offre de basket santé. Une section, plus. Ouais. Et puis après, il y a aussi tous les enseignants NAPA qui sont à leur compte en auto-entrepreneurs et qui vont soit chez au domicile, soit qui reçoivent dans des parcs, soit qui ont un endroit spécifique. Enfin, en fait, il y a vraiment une multitude finalement de lieux où on peut trouver ces acteurs-là. Oui, clairement. Et puis là, pour le coup, c'est tous ces lieux-là, c'est finalement les maisons sport santé qui vont essayer de centraliser les informations. Après, il y a plein de dispositifs aussi qui vont dépendre des régions où nous en PACA, par exemple, on a Mon Sport Santé PACA, qui est géré par une maison sport santé qui est le centre ressources en PACA, qui est Azure Sport Santé, et où en fait, on peut consulter toute l'offre sur le territoire avec des graduations d'adaptation, enfin plutôt hiérarchisation du niveau d'adaptation des clubs et des lieux qui peuvent accueillir pour de la pratique. Donc après, ça dépend encore une fois des régions, mais ce qui est en tout cas similaire de partout, c'est que c'est plutôt les maisons sport santé qui vont avoir ces informations-là, qui vont pouvoir elles orienter, puisqu'elles ont pour mission d'aller justement effectuer un maillage territorial, donc aller chercher les informations de ce qui existe. Voilà. Oui, parce qu'il y a quand même de plus en plus une cartographie finalement de l'APA, des lieux de pratique de l'APA. Alors bon, il y a quand même plein de cartographies différentes et c'est pas toujours évident de trouver, parce que ça manque encore un petit peu je trouve pas mes mots, mais de liens un peu entre tous ces répertoires qui référencent les lieux de pratique. Je pense à ça parce que par exemple en cancérologie, il y a des trucs très spécifiques axés sur la cancéro, où il y a justement des annuaires qui permettent de trouver des activités physiques adaptées. Mais après, il y a aussi, faut pas hésiter à se renseigner auprès de son médecin généraliste. Pour certains qui connaissent déjà l'APA, c'est pas le cas encore de tous, mais je pense quand même de plus en plus, et de leur demander, est-ce que vous savez si vers chez moi, je pourrais me tourner vers de l'APA. Ça demande quand même un peu d'être acteur de la démarche, d'aller chercher en fait, pour trouver chaussure à son pied. C'est sûr que je me rends peut-être pas moins compte maintenant parce que je suis moins dans la partie APA et moi plus dans la préparation mentale, mais je trouve que ça demande encore un peu d'aller chercher. Mais finalement, un peu comme si on cherchait, je sais pas moi, un club sportif ou une salle de sport ou n'importe quoi pour pratiquer la saison prochaine, quoi. Ça demande forcément d'être acteur puisque, de toute manière, les professionnels sont là pour accompagner, mais ils sont pas là pour faire à la place des gens.
Donc quoi qu'il arrive, ça demande d'être acteur, ce qui n'est pas toujours facile en fonction des situations dans lesquelles on se retrouve. Mais il y a quand même des choses où, typiquement dans les cliniques, il y en a certaines où le lien qu'il y a entre ces cliniques et certaines maisons sport santé ou certains autres lieux de pratique vont simplifier ce passage à l'action. Parce que finalement, on va avoir l'information qui va être donnée à la personne aura parfois rien à faire, juste à répondre à un coup de fil, et ensuite avoir l'information. Je peux donner un exemple, on fonctionne comme ça avec nous à Marseille, on a une association qui s'appelle Reste en Forme, donc on travaille avec les différentes maisons sport santé de la ville, qui généralement nous transmettent les coordonnées de la personne, et dans ce cas-là on les rappelle, et en fait ça simplifie, puisque la personne en soi elle a rien à faire à part se laisser porter vers sa reprise, quoi. Si elle est si elle en a envie, et si évidemment il y a derrière une proposition qui la séduit. Parce qu'il y a ça aussi après, il y a comment on arrive à vendre. Ouais, vendre, clairement. Donner envie plutôt, c'est mieux. Ouais. Donner envie à la personne de s'engager dans le process. Parce que c'est vrai que là, si on parle de personnes qui ont peut-être une pathologie chronique ou un handicap physique ou quelque chose qui peut être plutôt lourd, il y a déjà toute la complexité de la problématique en question à gérer, et la complexité de gérer la reprise d'une activité physique chez des personnes qui parfois n'ont pas le goût à ça, c'est-à-dire n'ont pas d'attrait particulier pour ça. Donc ça fait beaucoup de choses, et ça représente vraiment une grosse montagne à affronter. Donc c'est vrai que ça peut être bien de se laisser un peu guider quand c'est le cas. Oui. Et quand c'est pas le cas, oui, ça demande en plus de ça l'effort de s'investir un peu de soi-même là-dedans. Oui, après c'est pas négatif de devoir s'investir aussi, puisque finalement de pas avoir le choix d'aller chercher, des fois ça peut être négatif parce que c'est un risque que l'initiative ne soit pas prise, et dans ce cas-là d'avoir une perte de lien, et finalement pour aller rechercher ensuite la personne pour qu'elle puisse reprendre, c'est encore plus compliqué, mais des fois ça peut être aussi un coup de boost qui fait que la personne va faire un premier pas, va commencer à prendre les choses en main sur ce sujet-là, et derrière aura plus de facilité à enclencher la suite, et puis à être assidu aux séances, et puis donc il y a plein de sujets. Après c'est sûr que c'est comme dans tout, on fait pas les choses pour rien. Donc je vais pas aller moi j'irai pas dans un club sportif où je sais que ça me donne pas envie. Donc c'est pareil pour ça. C'est pas parce que y a besoin de sécurité, qu'il y a besoin d'adaptation, il faut pas dans la communication donner envie aux gens de bouger. Parce que si on donne pas envie, forcément, c'est compliqué. C'est plus dur. Et juste pour illustrer un petit peu comment ça se passe dans beaucoup de cas de figure d'accompagnement en APA, généralement quand vous rentrez dans ce milieu-là, on va dire, vous faites un bilan pour faire l'état des lieux de là où vous vous situez, et ça permet à l'enseignant en APA de mieux vous connaître, savoir derrière comment est-ce qu'il va adapter votre pratique et tout l'accompagnement, tout le programme, on va dire. Donc il y a franchement dans la majorité des cas un bilan qui permet de faire le point sur la condition physique, l'état de santé, etc., les antécédents, etc. Et ensuite, il va y avoir le programme qui se déroule sur un certain nombre de semaines, et après il y a une réévaluation, et entre-temps il y a du suivi. Grosso modo, ça se passe généralement comme ça. Ce qui est important de souligner, c'est que souvent pour accéder à ce genre de programme, alors t'en diras peut-être plus là-dessus, c'est qu'on va demander en tant qu'enseignant NAPA soit une prescription de la part du médecin, soit un certificat médical, en tout cas quelque chose qui va permettre d'enclencher et de sécuriser, au sens de la personne a déjà fait le point un peu avec son médecin pour savoir qu'est-ce qu'elle a le droit de faire, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas qu'elle fasse, parce que parfois il y a des grosses contre-indications sur lesquelles il faut faire très attention. Et en tout cas, en général on demande. À quel point c'est systématique, ça je ne saurais pas forcément le dire, mais c'est souvent bien nécessaire si vous avez envie d'aller. Ouais, déjà souvent ça arrive de temps en temps que ce soit le premier pas. De toute façon, que ce soit le médecin qui oriente aussi, donc finalement quand c'est ça, la personne elle vient avec une ordonnance. Encore plus quand c'est dans les maisons sport santé, puisque les maisons sport santé qui font leur réseau d'orienteurs, finalement elles ont
des prérogatives et ça peut arriver qu'elle demande justement ce certificat. Après, légalement, le certificat de non-contre-indication est plus nécessaire, mais après, il n'a pas de grande valeur. C'est ça que tu veux dire? Il est pas indispensable. Il n'est pas indispensable. Légalement, il n'est pas obligatoire. Après, dans ce contexte-là, moi, en tout cas personnellement, il me paraît indispensable puisque on a des personnes qui ont des problématiques de santé, parfois, comme tu le dis, une santé à risque, où c'est important de connaître, ça passe pas forcément par le certificat, mais de connaître le risque, ça c'est en discutant avec la personne. Mais le certificat, c'est important d'avoir cette assurance que la personne, elle peut pratiquer. Que le médecin, et ça montre qu'elle est allée quand même se renseigner et en parler à son médecin. C'est ça aussi qui est important, je pense. Ouais, je suis d'accord. Après, est-ce que des fois, ça peut pas constituer aussi un frein à la reprise, puisque il y a de moins en moins de médecins, beaucoup de médecins qui prennent leur retraite, ou c'est difficile d'avoir un médecin traitant. Donc aussi... Ça rajoute une démarche, voilà. C'est ça aussi. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant un peu de démarche, on n'a pas trop expliqué, mais donc soit vous vous renseignez effectivement auprès de votre médecin, d'une maison sport santé, de l'hôpital auquel vous êtes rattaché, pour trouver un lieu de pratique. Ensuite, vous pouvez donc faire la demande de la prescription, du certificat. Mais il y a aussi dans certains cas le coût financier qui peut justement empêcher, faire aussi barrière à la pratique, parce que ce genre de pratique hors, je dirais, milieu hospitalier, où généralement c'est pris en charge et on n'a rien à payer, etc., peut représenter un réel coût. Et pour certaines personnes, c'est plus cher que d'aller dans une salle de sport classique ou dans un club à l'année. Donc il y a des possibilités de se faire rembourser auprès de certaines mutuelles et non pas de la Sécu. Ouais. J'aimerais bien que tu en dises un peu plus si tu... Alors, donc déjà oui, parce qu'on parle de la prescription, on pourrait parler aussi d'un autre détail, mais la prescription, quand elle est faite, elle n'ouvre pas de droit en effet de financement de sécurité sociale, en tout cas pas aujourd'hui concrètement. Il y a des programmes d'essai qui sont en train d'être mis en place où la sécurité sociale finance, mais il y en a très peu, en tout cas c'est un début qui irait potentiellement dans ce sens-là. Sur les sujets qui ont commencé à être traités, il y a les programmes cardiovasculaires, pour les personnes, pour la santé cardiovasculaire. Donc c'est un exemple où ça n'offre pas forcément de droit de financement à tout le monde. Donc normalement, aujourd'hui la première solution c'est de payer soi-même parce que forcément ça a un coût. Donc il y a des offres qui sont subventionnées qui permettent d'avoir soit des coûts réduits, soit des fois de la gratuité. Je pense notamment au niveau des maisons sport santé. Toutes les maisons sport santé, en tout cas à ma connaissance, les maisons sport santé que je connais sont au moins capables de recevoir et de donner les premières informations gratuitement. Et puis après, sur le financement, il y a aussi la possibilité des mutuelles. Après, les mutuelles, la difficulté, c'est qu'il y en a beaucoup, qu'on a chacun sa mutuelle. Et après, en fait, ça dépend des forfaits qu'on a avec la mutuelle. Ça dépend de ça. Et donc, il faut encore une fois, aller chercher l'information. Demander à sa mutuelle directement, est-ce que je peux bénéficier de quelque chose Donc, c'est mieux du coup d'avoir cette prescription évidemment pour d'aller voir sa mutuelle avec la prescription et puis du coup la facture du lieu dans lequel on veut aller pratiquer. Et souvent c'est des forfaits qui vont ça a tendance plutôt à augmenter, mais de 50 à 500 € par an en fonction des mutuelles ou par 2 ans dans le contexte souvent d'une ALD, d'une affection de longue durée. Voilà. Donc après c'est très disparate, il faut se renseigner sur sa mutuelle auprès de sa mutuelle directement. Mais c'est bon à savoir déjà que ça peut être une piste intéressante. C'est une piste. Ça peut permettre de réduire un petit peu le coût. Ouais. Oui, tu voulais juste rajouter un petit détail là, au moment où on parlait de prescription et de certificat médical. Oui, alors c'est juste en fait l'explication d'un petit enjeu, c'est que c'est encore un autre frein. C'est que naturellement, pour les médecins, c'est difficile de prescrire quelque chose qui n'est pas remboursé. Donc il y a la première barrière du fait que les médecins aient l'information ou pas qu'on puisse prescrire une activité physique adaptée aux personnes qui ont une affection longue durée, qui ont plutôt il y a un décret spécifique avec un texte spécifique, donc globalement ça concerne toutes les personnes qui ont une perte d'autonomie. Donc par perte d'autonomie, on entend
quelque chose, une pathologie, une limitation qui va entraîner potentiellement des difficultés dans la vie quotidienne. Donc c'est assez général finalement. Donc quand on a une ALD, c'est quasi sûr qu'on a accès à cette prescription. Donc il y a déjà le fait que les médecins sachent que ça existe. Ce qui s'améliore évidemment de plus en plus avec le temps, mais il y a quelques temps c'était pas encore ça. Qu'ils sachent aussi dans quel contexte ils peuvent la prescrire, cette activité physique. Et ensuite c'est le fait de se dire je vais prescrire quelque chose et mon patient va aller vers un lieu et on va lui demander de payer. Et ça, fondamentalement, culturellement, c'est super difficile pour les médecins. Des retours de plusieurs médecins que j'ai eus, où en fait, ils comprennent pas. Enfin, ils se disent, mais je peux pas, ou difficilement dire à mon patient, voilà, je fais une prescription, mais par contre... Oui, c'est un peu comme s'ils faisaient une prescription, je te coupe, pardon, mais pour aller voir un ostéo, parce que, bon, oui, l'ostéo, on peut avoir quelques séances remboursées, mais généralement, on n'a pas 40 séances de remboursées d'ostéo, ou toutes les médecines un peu alternatives qui ne sont pas remboursées, ce serait un peu ça, finalement, dans la tête du médecin, ça peut un peu faire penser à ça. Ouais, je pense qu'on peut faire ce parallèle, c'est ça. Donc ça rajoute encore une fois un frein. Mais j'avais jamais entendu, moi, ça. Ouais. Ça, j'avais participé à une formation justement sur le sport sur ordonnance d'un petit groupement de médecins dans le sud, où justement ça c'était pas mal ressorti, où ils étaient assez justement impactés par cette idée-là, de se dire ouais, mais comment moi je vais prescrire quelque chose qui n'est pas remboursé. Ouais, ça donne encore plus envie de faire en sorte que ça soit remboursé un jour. Après, moi je trouve que parfois, alors c'est un discours qui peut être perçu difficilement peut-être par certaines personnes, mais je trouve que parfois le fait de mettre un petit peu d'argent, ça va aussi engager différemment. Parce que, et je pense à ça, parce que dans tout ce qui est gratuit, forcément, l'humain a cette tendance à parfois moins s'impliquer parce que la valeur, elle est différente. La valeur perçue, elle est différente parce qu'on n'a pas mis d'argent sur la table. Quand on met de l'argent, généralement, par exemple, si on va au resto, qu'on paye notre plat, et ben même si le plat, il est dégueulasse, désolé pour le terme, on va souvent le finir. Ou en tout cas, on va faire en sorte d'en manger le max parce que sinon, la sensation d'avoir perdu des sous et de ne pas avoir amorti le truc. Alors que quand c'est gratuit, si on nous donne un truc gratos ou un repas gratuit, malheureusement, on va pas toujours avoir cette conscience de finir le plat si on le trouve pas bon, parce que justement, c'est gratuit, donc c'est moins grave. Alors que je trouve que parfois, le fait de mettre un peu d'argent, ça va davantage nous engager, surtout sur une reprise où on a besoin d'être bien engagé dès le début. Et ensuite, derrière, c'est sûr qu'il parfois, il faut trouver vraiment des solutions pour les personnes qui ont des gros besoins financiers. La question, c'est ça. Bon, il y a un gros débat sur ce sujet-là du financement par la sécurité sociale, parce que finalement, il y a ce risque-là de la motivation, parce qu'on peut se dire en effet que les gens qui ne payent pas n'ont pas forcément attaché de valeur et donc probablement moins s'investir. Il y a aussi la question de la qualité des accompagnements après, dans le sens où finalement... est-ce que dans le cadre d'un remboursement sécu, un enseignant APA va pas se dire je vais prendre plus de patients dans mes séances et du coup ce qui va impacter forcément négativement le suivi, l'accompagnement. Donc il y a ce sujet-là. Donc il y a ce sujet-là et il y a le sujet du coup de comment font les personnes qui n'ont pas de moyens. Donc il y a plein. Franchement c'est un gros sujet qui est super compliqué à aborder. Dans tous les cas, dans la manière dont c'est en train de se développer, c'est que petit à petit, ça devrait aller en précision vers des sujets spécifiques. Comme du coup, je disais, en fait, c'est Azure Sport Santé, Azure Sport Santé qui a développé les programmes As du Cœur. Et via ces programmes As du Cœur, il y a eu un article 51 qui a été mis en place. Alors, j'avoue que je connais pas trop, je sais pas trop comment ça fonctionne ça, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que du coup ça fait un petit peu bouger les choses et ça emmène dans une direction où potentiellement pour ces pathologies là cardiovasculaires on va avoir la possibilité d'avoir un financement de la sécurité sociale.
Donc voilà, donc c'est un sujet vraiment à débat, et que ce soit dans la qualité des suivis par les professionnels, que ce soit dans la motivation et dans comment du coup vont se positionner les patients ou les personnes, en tout cas les usagers, par rapport à l'activité physique. Donc il y a énormément de sujets. En tout cas, jusque-là, par rapport à l'épisode, ce que vous pouvez quand même avoir en tête, c'est que je pense qu'il y a toujours des solutions pour pratiquer. Parfois, on est dans une situation très compliquée et on se dit « bah non, mais moi, je peux pas en faire ». Alors qu'on peut toujours en faire à condition que ce soit adapté et à condition que justement, peut-être qu'on trouve une personne pour nous aider à l'adapter. Les enseignants en activité physique adaptée sont une ressource pour ça, qu'on peut trouver donc de différentes manières, que ce soit directement dans des structures, par exemple hospitalières, structures médicales, des centres de rééduc, dans des maisons sport santé, auprès directement d'enseignants NAPA qui sont à leur compte et qu'on peut trouver sur Google ou sur des annuaires. Et ensuite, après, on peut rentrer dans un programme ou dans un accompagnement où on aura un suivi un petit peu plus particulier, puisque justement, comme je disais, on se retrouve à pratiquer en plus petit nombre et ainsi de suite. Et du coup, ça fait que quand on pratique dans ce genre de contexte, on se sent parfois plus à l'aise parce que on n'est pas à se soucier déjà du regard des autres, parfois de ne pas être à la hauteur, de ne pas savoir gérer sa pratique vis-à-vis de... Enfin, en comparaison aux autres, je veux dire. Et puis, il y a le fait de savoir qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire. Si je ressens tel truc, est-ce que c'est normal ? Là, on peut vraiment questionner l'enseignant en question. Donc ça, c'est top. On a vu un petit peu tout ça. Maintenant, moi, ça m'intéresse de savoir un peu, toi, dans ta manière d'accompagner les gens, sur quoi, tu veilles en priorité, peut-être. Qu'est-ce qui t'importe le plus ? Alors, avec le temps, au moment où on sort des études, on a ce protocole très précis qui est donné par la formation où on fait un bilan, on prend en compte les besoins psychologiques, physiques et biopsychosociaux, pour avoir le terme précis, biologiques, psychologiques et sociaux. Et derrière, on va préparer un programme d'accompagnement qui va être précis avec des activités dédiées, etc. Et puis ça va se terminer, ou en tout cas avoir un bilan intermédiaire et puis peut-être un bilan final qui va permettre de mesurer la progression et de donner d'autres éléments. Donc on sort avec ce protocole-là, finalement, des études. Et après, on se rend compte que sur le terrain, la mise en application peut être vachement différente en fonction du contexte. Et moi, mon positionnement, j'ai un positionnement très indépendant parce que on a développé une association Reste en Forme, et j'essaie avec mon entreprise, avec Kima Solutions, de développer aussi des innovations et des choses qui vont pouvoir justement donner envie aux gens de pratiquer. Et par pratiquer, j'entends pas forcément justement tout calculer et venir se dire comment est-ce qu'on fait pour bouger un petit peu plus chaque jour. Donc ma philosophie, c'est vraiment ça dans un premier temps, c'est d'écouter les gens de manière générale. C'est vraiment la première chose, écouter les gens parler, écouter en fait leurs souhaits, pourquoi ils sont là, si on les a en face de nous, pourquoi aussi ils en sont arrivés là, donc quel a été vraiment le processus dans lequel ils ont été engagés, qui a fait qu'aujourd'hui ils sont plus en mouvement, qu'ils n'arrivent pas à en reprendre, ou qu'ils n'ont pas envie d'en reprendre, ou qu'ils se rendent compte qu'ils ont la flemme, voilà. Donc là, en les écoutant, identifier qu'est-ce qui va pouvoir bien les motiver à bouger, et donc sans... pas toujours, en fait, je trouve qu'il n'y a pas toujours besoin d'avoir ce protocole précis. Au final, des fois, simplement en écoutant les gens et en donnant des petites pistes, on peut avoir ses premiers pas vers l'activité physique, dans la vie quotidienne, en général, pas forcément dans une pratique en groupe, ou alors oui, dans une pratique en groupe, avec un professionnel, sans un professionnel. Des fois, juste sortir de chez soi, c'est un premier pas. Donc voilà, moi je suis vraiment dans cette philosophie-là, et après, donc pour le point de départ, du retour vers le mouvement, et après, de se dire, ok, maintenant, une fois que ce point de départ est réalisé, maintenant, comment on fait pour optimiser, et du coup, là, qu'est-ce qu'on met en place. Donc voilà. Donc moi, je suis partisan d'essayer de démystifier en fait l'accompagnement, de se dire que oui, il y a des risques, oui, il y a une sécurité à prendre en compte, c'est important, mais au-delà de ça, il y a des personnes qui ont
des besoins différents et qu'il faut avant tout écouter pour les aider à faire les premiers pas le plus facilement possible. Puisque je suis convaincu que c'est ce premier pas qui va donner accès à la suite. Voilà. Et après, du coup, comment est-ce qu'on fait Il y a plein d'autres problématiques qui s'ajoutent ensuite. Comment est-ce qu'on fait pour être régulier Comment on va ajuster les niveaux d'intensité, comment on va ajuster les niveaux de pratique, la quantité, le volume d'activité physique qu'on va mettre en place. Voilà. Et donc voilà, comment on fait ça. Et encore une fois, je suis un peu moins partisan de tout calculer. J'ai une approche assez qualitative, moins quantitative, plutôt qualitative, où je me dis en fait, ce qu'on veut finalement, c'est que les gens bougent, donc en sécurité. Mais donc finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin d'optimiser leur performance finalement ou pas? Ou est-ce qu'on a juste besoin qu'ils bougent plus régulièrement sans mettre la pression puisqu'on n'est pas tous des sportifs de haut niveau. Je pense qu'en plus, ça, c'est un sujet où effectivement, il y a dans certains cas le besoin et la nécessité que le programme soit plus structuré parce que je pense à certains types de pathologies où il faut absolument retrouver vite de la condition physique et donc effectivement si on fait juste des petits pas de je descends 3 marches par jour, c'est pas négatif quand je dis ça mais ça sera pas suffisant. Pour certains c'est vraiment une question de santé de devoir rapidement trouver de la condition physique, donc là il va y avoir des protocoles peut-être plus spécifiques, mais sinon moi je suis complètement d'accord avec toi que le but c'est déjà de mettre dans le mouvement et une fois qu'on est dans le mouvement on s'occupera de la suite, c'est-à-dire qu'on s'occupera de comment maximiser les progrès au niveau de je sais pas moi de l'endurance, au niveau de la force, au niveau musculaire, comment devenir plus régulier, c'est tous ces trucs, faut le voir. Moi j'adore d'ailleurs en parler comme ça dans mes accompagnements, voir l'activité physique comme un jeu dans lequel on écrit les règles du jeu et dans lequel justement on va passer des niveaux un peu de jeu. Et petit à petit, on a passé le niveau 1, ok, maintenant niveau 2, on rajoute forcément un peu de complexité, un peu de difficulté, et là peut-être qu'on va aller sur quelque chose d'un peu plus structuré. En fait, il y a plein de manières, je pense, d'accompagner. Oui, après la question aussi c'est le besoin. Est-ce que finalement, est-ce qu'une personne, ça va dépendre de ses conditions de santé et de ses objectifs en fait, mais est-ce qu'une personne qui va je sais pas, avoir une ou deux séances en gros par semaine et le matin faire une marche de 20-30 minutes et se sentir bien comme ça, puisque finalement avec 30 minutes elle commence à se rapprocher des recommandations et qu'avec les tâches de la vie quotidienne et finalement elle remplit ces recommandations-là. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller encore une fois augmenter le volume, voilà. La question se pose là aussi, puisque finalement c'est la question de la performance au sens large du terme, c'est est-ce qu'on a besoin d'aller chercher toujours plus loin pour ces personnes-là qui finalement ont simplement un besoin sur leur santé de s'entretenir en fait. Non, c'est clair, je pense que de toute façon le but n'est pas d'en faire 5 heures par jour, mais c'est de trouver la bonne dose pour chacun, qui n'est pas forcément la dose des recommandations, même si bien sûr on vise ça. Les recommandations, quand on parle de ça, c'est les fameuses 30 minutes, 5 fois par semaine, à une intensité modérée, etc. J'en parle déjà dans plusieurs épisodes du podcast. C'est vraiment d'aller vers ça parce qu'on sait que ça permet de tirer des bénéfices très spécifiques sur le plan de la santé. Mais bien sûr, en fait, le but du jeu, c'est quand même d'en faire le plus longtemps possible et d'en tirer des bénéfices au-delà aussi de la santé. Parce que la santé, c'est pas toujours quelque chose de palpable. Les bénéfices plutôt liés au bien-être ou au niveau de... je sais pas moi, comment je me sens aujourd'hui, même mentalement, etc., c'est des choses qu'on peut ressentir à l'instant T, dans l'instantané. Et je pense que c'est parfois vers ça qu'il faut se tourner. Et donc, effectivement, il y a des personnes qui n'ont pas le besoin, au sens de n'ont pas l'envie forcément d'aller chercher des quantités ou des volumes énormes. Nous, je pense que notre rôle, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, c'est tempérer un peu par rapport à, oui, ce qui va... maximiser la qualité de vie et la santé de la personne, et en même temps ce qui lui correspond à elle et à ses goûts, ses envies, l'envie de gérer sa vie d'une certaine manière, parce qu'elle n'a pas forcément envie de dédier tout son temps à l'activité physique, mais c'est de trouver un peu cet équilibre entre les deux pour finalement que le jeu de l'activité physique soit joué jusqu'au bout, quoi. Ouais, c'est ça, c'est clairement ça, je suis d'accord avec toi. Ouais, je suis d'accord avec toi, et puis du coup, pour donner peut-être un peu plus de concret à ça, finalement,
c'est ce qu'on disait, la première étape, en fait, ça peut être simplement de sortir de chez soi. Donc si vous cherchez une solution pour vous mettre à bouger, première étape, c'est on sort de chez soi. Donc ça peut être appeler une amie, allez, on va marcher, une ou un ami, on va marcher. Ça peut être, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être commencer par prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur. Enfin, c'est des très petites choses qui sont assez clichés finalement. C'est les choses qu'on peut dire de manière assez spontanée. Mais en fait, ça change tout puisque c'est le premier pas qui va être la première marche, et puis après il y aura la deuxième marche et la troisième. Et c'est le cumul, c'est le cumul de ces petites choses qui font que ce sont des grandes choses à la fin. Et d'ailleurs, c'est ce que tu cherches à développer, toi, de ton côté, avec tes solutions. Je pense que tu peux en parler de ça. Ouais, clairement. En fait, bon, déjà, l'association Reste en Forme. Nous, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on s'est rendu compte on s'est rendu compte d'ailleurs après coup, hein, on a eu de la chance, mais on s'est rendu compte qu'en fait, ce qui motivait les gens, c'était le lien social. Et notamment, quand je dis les gens, notamment les personnes qui ont des besoins spécifiques. Donc, on s'est dit, on va faire des rendez-vous et on va réunir des personnes qui ont ces mêmes besoins, qui ont fait face à des problématiques similaires, à des difficultés similaires, et puis on va bouger avec elles. Et donc, ça a commencé par des marches, simplement. Donc, on a appelé ça la rando pour tous. Et donc l'idée c'était simplement d'aller commencer par marcher ensemble, et en fait ça a pris assez rapidement puisque ces personnes-là, elles se sont senties soutenues, elles se sont senties en sécurité, et surtout elles avaient la motivation de venir parce qu'elles allaient pouvoir rencontrer des gens, elles allaient pouvoir communiquer, créer des liens, passer un bon moment. Donc ça, j'aime bien le raconter. On avait 80 adhérents, on a à peu près un peu plus de 200 personnes qui sont dans l'association, et on a des petits groupes de gens qui se retrouvent à l'extérieur et qui vont faire des soirées ensemble, etc. Donc finalement, on a créé ce lien qui va au-delà de l'activité physique. Clairement, en fait. Clairement. Et qui, pour certains, qui ont le sentiment que ça a vraiment fait, ça les a vraiment aidés à passer un pas dans leur vie, de manière générale. Voilà, et de créer des affinités. Donc on s'est rendu compte de ça, et donc c'est du coup ce qu'on a vraiment mis en avant, et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire, de créer un environnement bienveillant, sécurisant, et où tout le monde se sent bien en lien avec les autres. Et du coup, de cette manière-là, les personnes se sentent motivées pour revenir, elles ont envie de revenir parce qu'elles elles ou ils vont retrouver leurs amis ou connaissances avec qui ils ont des choses à partager. Je dis souvent elles parce que c'est quand même beaucoup des femmes en majorité pour l'instant, donc on a commencé à avoir un peu des hommes aussi, mais voilà. Et après sur les solutions de Kima, là l'idée c'est en fait c'est ce que je disais, c'est faire le premier pas et après optimiser la régularité. Et en fait la manière de le faire, c'est de se dire ok, donc d'abord d'écouter la personne, qu'est-ce que je vais mettre à sa disposition pour que la personne elle ait envie de le faire, et pour que ce soit optimisé par rapport à ses contraintes, par rapport à ses besoins, ses envies, et donc qu'est-ce qu'on va arriver à lui proposer pour que ce soit le cas. Donc il y a le premier pas, et après sur la continuité c'est pareil. On se dit que sur la continuité finalement, en ayant fait le premier pas, la personne elle a commencé à être motivée, elle a senti les premiers bénéfices de l'activité physique qui sont souvent le bien-être, où on sort d'une séance et d'un coup on se dit waouh, ça m'a fait du bien. Donc elle sort de cette étape-là, et ensuite elle a du coup ce premier pas de motivation qui lui permet peut-être d'avoir de pouvoir se reposer sur des supports un peu moins importants et du coup souvent un peu moins coûteux pour être régulier. Donc voilà, donc ça c'est le positionnement et du coup qu'on a, et qui est du coup vachement en lien avec Reste en Forme, puisqu'en fait c'est deux solutions qui viennent se compléter. Et d'ailleurs, ces solutions-là, on peut les retrouver facilement sur Internet. Comment est-ce qu'on le trouve ? Il faut rechercher, donc il y a resteenforme.fr, restenforme.fr, ça c'est l'association, et après Kima, c'est kyma-solution.com. Donc sur les deux sites web, sinon vous recherchez mon nom, vous tombez sur... vous allez regarder dans la description de l'épisode, au moins vous allez pouvoir retrouver les liens facilement pour ces solutions en tout cas. Ouais, voilà. Et puis après, quand on parle de solutions, c'est assez flou, mais globalement, l'idée c'est de trouver... encore une fois la solution idéale, mais dans ces solutions en fait il y a comment est-ce qu'on peut utiliser
le travail et la compétence des enseignants en activité physique adaptée pour bien accompagner et pour avoir ce point de départ des fois, puisque des fois le point de départ c'est d'avoir besoin d'avoir quelqu'un qui vient chez soi pour être obligé d'être assidu, obligé d'être motivé. Et des fois c'est ce qui peut être ce premier pas et qui peut mener à la suite. Ça peut être finalement d'avoir juste besoin d'un support web ou d'information, de se dire en fait j'ai envie de pratiquer mais je sais pas comment faire, d'avoir simplement une venue d'information ou un guidage qui permettent ça. Ça peut être un soutien aussi motivationnel comme tu proposes par exemple, où régulièrement tu vas accompagner tes patients usagers. Donc il y a toutes ces choses-là, c'est comment est-ce qu'on conçoit avec les professionnels, avec le digital aussi, des choses qui sont idéales pour ce support-là. Donc qui sont idéales, j'entends, motivantes, qui donnent envie et qui sont adaptées, sécurisantes. Qui font qu'en fait la personne va avoir plus de facilité à en faire plus longtemps. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est un peu, je pense qu'on a tous les deux l'envie d'aller dans cette direction-là. Ouais. Moi, c'est vrai que je bosse davantage sur l'aspect mental parce que je pars du principe que c'est ce qui conditionne beaucoup les comportements. Toi, tu passes par d'autres portes pour justement arriver au même résultat. Et je trouve ça chouette d'avoir plein de solutions possibles et d'approches, en fait, qui permettent, mises bout à bout, ou pas bout à bout, mais en tout cas d'arriver à des résultats similaires. Et ça, c'est vraiment génial. Et tout à l'heure, tu parlais vraiment du lien social, que c'est le truc que tu te rends compte d'autant plus à travers l'association que tu as, que les gens s'y intéressent et que ça crée un certain engouement qui fait que derrière on a envie d'y retourner une nouvelle fois, etc. Moi ça me rappelle vraiment, j'ai organisé un événement, le Challenge Oser là au mois de mars, avec un tout petit groupe de 7 personnes qui se sont rencontrées le vendredi soir, qui sont quittées le dimanche, et en fait ils se sont jamais quittés. Depuis le mois de mars là, ils continuent, donc on a un groupe WhatsApp, de l'alimenter, et c'est incroyable que juste en 2 jours, il y ait des liens qui se soient créés de cette manière. Il y en a qui sont allés faire des courses, il y en a qui sont allés nager ensemble, faire de la rando. Enfin, c'est juste génial. Moi, je fais plus rien quasiment dans cette histoire. Même, je peux dire que je fais plus rien. Et eux ont créé des liens et continuent parce qu'ils ont trouvé des personnes avec qui ils étaient à l'aise, en confiance, de nouveaux amis même. Et on sous-estime souvent cette partie-là, qui fait que derrière, c'est beaucoup plus facile que si on y va tout seul de son côté et qu'on a un environnement où personne ne nous soutient, parce qu'en fait, on est des êtres humains, on a besoin de ça, en fait. Encore une fois, c'est ça, c'est le fait de démystifier, en fait. Enfin, c'est pas parce que on a nous, enseignants à part, on accompagne des personnes qui ont des besoins spécifiques, qu'il faut justement rendre ça à part. Hein. C'est à part parce que c'est forcément, il y a des choses en plus à prévoir, mais on reste sur de l'humain, et de l'humain, n'importe qui va devenir pote avec quelqu'un parce que on adore tous les deux la montagne par exemple, parce qu'on adore tous les deux la mer. Enfin, finalement c'est les affinités, c'est les appétences, qu'est-ce qu'on aime faire, on va se rapprocher par ça, ou alors peut-être par le vécu. Donc c'est l'humain, c'est toujours pareil. Donc c'est là où c'est intéressant de se servir de l'humain pour aider les gens à le faire de manière fluide. Ouais, je suis carrément d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Là, on va arriver à la fin de l'épisode. Et il y a un dernier petit truc que j'ai envie de te demander, c'est toi, en fait, qu'est-ce qui te donne autant envie d'en faire, du sport, de l'activité physique, peu importe les termes qu'on utilise, là, on s'en fiche. Mais qu'est-ce qui t'anime là-dedans et pourquoi tu as envie d'emmener tous ces gens à en faire aussi? C'est en lien avec mon histoire. Je suis assez hyperactif en tempérament. J'ai tout le temps besoin de faire des choses, et quand je reste assis longtemps, il faut que je bouge. Donc je pense qu'il y a c'est aussi une histoire de tempérament. Après, il y a la curiosité, il y a le fait d'avoir envie d'aller découvrir des choses, et du coup des fois d'aller vivre des choses, vivre des expériences, des nouvelles expériences. Moi, c'est ça qui me motive, d'aller aussi connecter avec les gens. Donc personnellement, c'est ça qui me motive à bouger. Ou alors après, il y a aussi le côté challenge, de se dire, typiquement, on a fait avec des amis des randonnées avec de plusieurs dizaines de kilomètres. C'était un petit peu des défis, sans dormir, marcher pendant 16 heures de nuit. Donc des challenges sympas. Ça, pour moi, c'est hyper motivant. Et après, ce qui me motive à travailler dans ce sens-là, c'est que finalement, je me rends compte que c'est un levier
considérable l'activité physique dans la vie, en fait, sous tous ses aspects. Et encore plus quand on a des conditions de santé particulières, quand on a une condition de vie un peu difficile, qu'on vit des expériences pas simples, l'activité physique, ça permet d'en sortir, ça permet aussi de se sentir mieux vis-à-vis de ça, ça permet d'avoir un échappatoire. Ça a énormément d'aspects positifs, ça permet de se remettre en mouvement, pas simplement par le corps, mais aussi dans la vie, d'aller reprendre des initiatives. Voilà, moi, c'est ça qui me passionne et qui me donne envie, c'est d'accompagner les gens à prendre ces initiatives-là, à se remettre en mouvement et au-delà de l'activité physique, à faire des choses. Voilà, c'est quelque chose vraiment qui m'attire de me dire que les gens puissent faire des choses de plus en plus, quoi. Et donc ça passe aussi par cette activité physique. Je partage tellement ce que tu viens de dire là, et je pense que c'est pour ça aussi qu'on se lève le matin, parce qu'on a envie de voir plus de gens épanouis finalement dans leur vie. Donc merci beaucoup Noé, en tout cas, de t'investir dans cette mission et d'entraîner autant de personnes à bouger et à vivre un peu autrement leur vie. Merci à toi aussi d'avoir prêté ta voix sur cet épisode, et j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver sur une prochaine. Merci. Avec plaisir. Merci à toi pour cette invitation. C'est tout pour aujourd'hui. Enfin, presque. Avant de partir, j'ai 2 questions pour vous. La première, c'est quelle est la chose que vous pourriez retenir de cet épisode ? Et la deuxième, à qui vous pourriez la raconter ? En partageant ce podcast et en lui attribuant la meilleure note possible, vous inspirerez d'autres personnes à être plus actives. Et comme votre avis compte beaucoup pour moi, n'hésitez pas à me faire part de vos réflexions, j'essaierai de vous répondre. À bientôt!